Bonjour, et puis désolé pour ce petit inconvénient de démarrage. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait avec cet instrument Vega qui est donc installé sur Chara. Et en fait, je vais utiliser un peu ces résultats récents qu'on a depuis un an ou deux pour vous montrer un peu comment l'interférométrie optique a évolué depuis une trentaine d'années et vers où on va. Donc je vais un peu placer d'abord l'ensemble de ces développements en interférométrie optique dans le cadre des grandes questions d'astrophysique telles qu'elles sont connues aujourd'hui et qui correspondent en fait à des travaux qui sont menés maintenant beaucoup au niveau européen, de cadre de prospective vis-à-vis des grandes idées, des grandes questions. Et derrière ces grandes questions, c'est aussi quels sont les grands moyens que l'Europe ou au niveau mondial on veut mettre en œuvre pour répondre à ces questions. Vous voyez, donc, ce sont les phénomènes extrêmes de l'univers, c'est-à-dire les premiers instants de l'univers, comment l'univers s'est formé. Ensuite, la formation, l'évolution des galaxies, l'origine, l'évolution des étoiles et des planètes, et puis notre place dans l'agencement de l'univers. Donc, ce sont des questions vraiment où on essaye de comprendre comment les choses se sont formées, comment elles ont évolué, et d'itérer entre ces deux principes-là. Alors, ces quatre grandes questions, en fait, elles se déclinent en toute une série de sous-questions. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces questions-là qui vont guider la réalisation des grands instruments du futur. Et en fait, j'ai souligné en jaune les questions pour lesquelles en fait, la nécessité de la très haute résolution angulaire, c'est-à-dire le besoin de non pas seulement mesurer le flux ou d'analyser le spectre des objets, mais d'avoir des informations sur la structure, l'image des objets va devenir importante. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de questions qui sont reconnues aujourd'hui par l'ensemble de la communauté comme nécessitant à terme une approche utilisant l'interférométrie optique. Alors, les moyens qu'on utilise aujourd'hui en astronomie sont des projets instrumentaux qui sont de plus en plus ambitieux. On utilise aussi beaucoup les grands calculateurs pour les simulations numériques et les modélisations. Alors, les simulations numériques qui permettent de prévoir un petit peu le test de théorie et de venir en soutien à des développements instrumentaux ensuite. Et les modèles sont souvent faits, bien sûr, pour comprendre les données d'observation qui sont des fois extrêmement partielles. Et pour remonter de données partielles à une compréhension sur de la physique dans les objets, on est obligé de faire des modèles. Et puis, il se développe aussi de l'astrophysique de laboratoire avec des grands lasers, par exemple. On essaye de reproduire les conditions qui existent à l'intérieur des étoiles en laboratoire. Et puis, du point de vue observationnel, il y a d'une part un élargissement du spectre, puisqu'on n'observe plus simplement avec les photons qui nous arrivent de l'univers, mais aussi dans le domaine de l'astronomie non photonique, avec les astroparticules ou les ondes gravitationnelles. Donc je n'en parlerai pas, ce n'est pas du tout mon domaine, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu là où les choses se dirigent. Et puis quand même, par rapport à ces projets instrumentaux de plus en plus ambitieux, en fait, on travaille aujourd'hui avec des instruments qui sont de plus en plus construits autour d'essayer de résoudre une question, en fait. C'est-à-dire qu'on va passer plusieurs mois, peut-être plusieurs années avec un télescope, un instrument pour résoudre une question. Donc c'est un peu une tendance qui se rapproche de ce qui se fait en physique des particules. Et c'est plus un télescope très généraliste, un instrument très généraliste où on peut faire des tas de choses. Alors voilà un petit peu une représentation de ce qui a été développé ces 30 dernières années dans le domaine des longueurs d'onde radio, avec les très grandes antennes. Donc ça, c'est une antenne de 100 mètres de diamètre. Ensuite, il y a eu des réseaux qui ont été constitués avec des petites antennes. Ici, c'est le plateau de Bure dans les Alpes du Sud. Le radiotélescope d'Arecibo, qui était aussi une façon de concevoir des télescopes géants dans le domaine de radio. Et aujourd'hui, on est en train de construire dans la Cordillère des Andes, au Chili, au nord du Chili, un grand réseau de radiotélescopes qui s'appelle ALMA. Et vous voyez donc l'évolution. Ici, on va atteindre des bases de plusieurs kilomètres dans le domaine de radio. Alors, ça, ce sont les grands projets qui occupent aujourd'hui la communauté européenne. Et puis, ça, c'est dans le domaine radio. Et dans le domaine des longueurs d'onde optiques, donc visibles infrarouges, ce sont les grands projets. Donc, le télescope de 39 mètres, je crois, l'ELT, l'Extremely Large Telescope européen. Et ici, un télescope américain d'une trentaine de mètres. Donc, ce sont des géants qui sont, en fait, comme vous pouvez peut-être le voir un petit peu sur la photo, sur le dessin d'artiste ici, ce sont des miroirs segmentés, comme sont équipés les miroirs du télescope Keck à Hawaï. Alors, il y a autour de ces très grands télescopes
toute une série d'instruments envisagés, qui sont des instruments qui deviennent extrêmement complexes et qui vont chercher à répondre à certaines questions très particulières, mais qui vont nécessiter des choses vraiment considérables. Par exemple, simplement ici, un spectrographe à très haute résolution dédié à la détection de planètes de type Terre. Et si vous regardez la dernière colonne, vous voyez que cet instrument doit être avec une stabilité en vitesse de 2 cm par seconde sur 30 ans. Donc c'est des instruments extrêmement complexes qui vont demander des années et des années de développement. On n'est pas certain encore aujourd'hui de pouvoir réaliser l'ensemble de ces instruments. Et malgré tout, malgré la complexité des instruments, en fait, il y a une chose qu'on ne sait pas encore faire avec ces instruments, c'est faire des images de la surface d'étoiles. Donc ici, j'ai pris, bien sûr, non pas une surface d'étoile, parce qu'on n'a pas fait encore d'image aussi détaillée, c'est le Soleil, mais c'est pour vous montrer en fait le type d'informations qu'on peut recueillir en observant des images du Soleil, d'une étoile, grâce à la haute résolution spatiale, mais aussi comme on a beaucoup de résolution spatiale, il va se passer des tas de choses. On le voit quand on voit l'évolution temporelle des tâches, par exemple à la surface du Soleil, ou les phénomènes d'éruption, comme il y a pu avoir ces derniers jours. On a besoin de faire des images aussi avec de la haute résolution temporelle. Donc on va avoir besoin de beaucoup de sensibilité avec nos instruments pour pouvoir faire une image rapidement et non pas mettre des mois pour obtenir une image. Il faut pouvoir faire des films en fait, de ce qui se passe à la surface des étoiles pour comprendre les phénomènes physiques. Et puis, il faut aussi travailler dans différentes longueurs d'onde. Ici, ça, c'est une image qui est filtrée dans des raies très particulières. On a besoin de comprendre ce qui se passe à différentes couches de l'atmosphère. Alors, l'interférométrie optique, on en a besoin parce que si on regarde, en fait, les objets de notre galaxie répartis un peu en fonction de, disons, leur dimension standard et puis la distance par rapport à nous, ce sont les objets de notre galaxie, hein, avec les étoiles, les amas, les supernovas, les disques d'accrétion. Ben, vous voyez qu'en fait, avec un télescope de 1 mètre au sol, vous voyez qu'on est capable, tous les objets qui vont être à gauche de cette ligne vont être considérés comme des points. C'est-à-dire que quasiment tous les objets de notre galaxie, avec un télescope d'1 mètre, on n'est pas capable de voir des détails à leur surface. Donc ça, un télescope d'1 mètre, malgré tout, c'est perturbé par la turbulence atmosphérique et donc ça a nécessité, bon, 1 mètre, ça peut être 10 mètres, hein, ça ne va pas changer énormément les choses ici, dans cette échelle-là, ça a nécessité le développement de l'optique adaptative pour atteindre la limite de ce que peut donner un télescope au sol, ou alors d'avoir un télescope dans l'espace comme le télescope Hubble. Mais envoyer des télescopes géants dans l'espace, on a encore beaucoup de mal. Et donc pour franchir ces étapes, on doit aller vers des résolutions qui sont environ 1000 fois meilleures, donc, qui correspondraient à des télescopes de 100 mètres de diamètre à peu près. Vous voyez que là, on peut faire des images avec des détails à la surface des étoiles. Mais des télescopes de 100 mètres de diamètre, on ne sait pas les construire pour l'instant. Donc, vous voyez ici une autre représentation. En fait, c'est un échantillon d'étoiles. Et vous voyez qu'on a représenté en fait, le nombre d'étoiles en fonction du diamètre de l'étoile. Et vous voyez qu'en fait, il y a quasiment très, très peu d'étoiles. Il y a à peu près 5 à 10% des étoiles dont on peut faire une image avec les télescopes les plus gros, avec les télescopes de 10 mètres. Puisqu'il faut un télescope de 10 mètres pour avoir cette résolution. Mais un télescope de 10 mètres fonctionnant dans le visible, aujourd'hui, c'est extrêmement limité par la turbulence atmosphérique. Donc, c'est des choses qu'on ne sait même pas faire encore aujourd'hui. Donc, on a inventé, en fait, l'interférométrie optique est venue au secours de ça, c'est-à-dire que pour avoir en fait, des images à la surface des étoiles, on a besoin d'augmenter le pouvoir de résolution des télescopes. Donc, quand on prend un télescope, ici j'ai représenté un télescope de 2 mètres de diamètre, disons, ce télescope donne une image. Si on a une étoile dans le ciel, un point source, ça va donner une image dans le plan du détecteur qui va avoir cette forme. Et quand on augmente le diamètre du télescope, vous voyez que la finesse de l'image se diminue, et donc on a un pouvoir de résolution bien meilleur, c'est-à-dire que le faisceau d'analyse du télescope va être meilleur. Cela dit, avec un télescope de 10 mètres, comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore capable de voir plusieurs points à la surface d'une étoile. C'est-à-dire que cette image-là n'est pas assez fine. Donc on fait en fait de l'interférométrie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul télescope qui donnerait une image comme ça, on en prend 2 qu'on met à des grandes distances. Il va se former des franges d'interférence ici à l'intérieur de l'image, et cette information fine va permettre d'avoir des détails à la surface des étoiles. Alors avec 2 télescopes, évidemment, ce n'est pas très très riche parce que l'information n'est intéressante que dans une direction. Mais quand on rajoute des télescopes, vous voyez, j'en mets 5, 6, 8,
15, finalement, on arrive à avoir un pouvoir de résolution qui est équivalent à un télescope géant. Donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'on veut aller vers des pouvoirs de résolution équivalents grâce aux interféromètres. Alors, comment ça s'est développé? Tout à l'heure, le professeur Labeyrie en a parlé. Il a oublié de citer quand même une étape importante qui était la première réalisation en 1974 de l'interférométrie optique avec 2 télescopes indépendants à l'Observatoire de Nice. Et c'est ça qui a ouvert la voie aujourd'hui à l'interférométrie. Et donc depuis 30 ans, cette technique se développe. Alors aujourd'hui, en fait, disons que l'ère des pionniers des années 70-80 est à peu près terminée. C'est-à-dire dans les années 90, il y avait une dizaine de petits interféromètres dans le monde, et aujourd'hui, en fait, la situation s'est concentrée autour de grands observatoires. Et il y a en fait 2 grands observatoires qui dominent, avec le VLTI, donc, qui est dans l'hémisphère sud, au Chili, donc, qui est capable de combiner 4 télescopes de 8 mètres, mais qui sont fixes sur la montagne, qui sont à une certaine position. Il y a aussi 4 télescopes d'1,80 m dont on peut changer la position pour améliorer les performances d'interférométrie. Et ce système travaille jusqu'à des bases qui vont jusqu'à 140 mètres, c'est-à-dire que là, on commence à avoir des pouvoirs de résolution vraiment très intéressants, mais il travaille essentiellement dans l'infrarouge, donc de 1 micron à 10 microns, en gros. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le VLTI a ouvert la voie à ce que l'interférométrie devienne une technique observationnelle normale, comme la spectroscopie ou la photométrie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au VLTI en particulier, l'interférométrie n'est plus simplement une technique de spécialiste. N'importe qui peut demander du temps d'observation sur l'interférométrie. Alors Chara, lui, est vraiment dédié à l'interférométrie. Il est équipé de 6 télescopes de 1 mètre, alors qu'ils sont fixes sur la montagne, ils ne peuvent pas être déplacés. Ils sont répartis sur 330 mètres de base et peuvent fonctionner dans le visible, notamment grâce à l'apport de l'instrument qu'on a amené il y a 3 ans à peu près, et dans l'infrarouge. Alors, c'est un peu différent comme approche. Ici, c'est une approche collaborative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette contrainte d'avoir un observatoire totalement ouvert, ce qui permet de faire beaucoup de développements intéressants. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'instruments qui vont apporter des choses intéressantes également. Alors, il faut quand même rendre hommage à ce qui a été fait par le VLTI et le Keck. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, avec le VLTI, il a été possible de donner accès à l'interférométrie au plus grand nombre, avec comme objectif des recherches astrophysiques et pas simplement de la démonstration technique, comme ça a pu être fait à une certaine époque. Aujourd'hui, donc, sur le VLTI et également sur l'interféromètre du Keck, il y a des infrastructures de qualité, on est placé dans des très bons sites, des très bons télescopes, il y a des personnels à demeure qui s'occupent de ces instruments, et ça a permis de faire avancer énormément ce domaine-là. Voilà, donc on a fait des interféromètres, des instruments normaux. Alors, un petit rapide tour, l'interféromètre du Keck, c'est 2 télescopes de 10 mètres qui sont placés au sommet du volcan éteint d'Hawaï, et une base de 85 mètres. Alors, il devait être équipé également de 4 télescopes auxiliaires, de 4 télescopes de 2 mètres, mais les autorisations n'ont pas été obtenues. Donc aujourd'hui, ces télescopes fonctionnent de manière indépendante, comme le VLT, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de programmes d'observation qui n'utilisent qu'un télescope, et il y a quelques nuits par an qui sont réservées à l'interférométrie. Alors, cet instrument a des difficultés de financement et risque de fermer malheureusement. Et au niveau du VLTI, vous voyez donc les 4 télescopes de 8 mètres dans leur coupole ici, et les 4 petits cocotiers, là, qui sont les 4 télescopes de 1,80 m et qu'on peut déplacer sur différentes stations pour changer les bases. Donc vous voyez la complexité également de ces systèmes avec des lignes à retard complexes qui vont permettre de compenser les retards de trajet optique, et puis les différents instruments d'observation. Alors, donc, depuis 30 ans, il y a eu une progression assez considérable des publications en interférométrie. Vous voyez, c'est la courbe bleue. Vous voyez que ça progresse très régulièrement. Alors, c'est une échelle logarithmique, ce qui signifie qu'en échelle linéaire, c'est une courbe exponentielle, c'est-à-dire c'est vraiment un domaine qui est en train d'exploser. Et ce qui est intéressant également, c'est de constater qu'avec 30 ans de décalage, en fait, c'est à peu près la même progression que ce qui s'est passé en interférométrie radio au niveau de la progression.
Donc c'est aussi un guide pour nous qui travaillons dans le domaine de l'interférométrie optique, parce que ça montre que on progresse régulièrement et à une vitesse qui est assez correcte, et que par rapport à ce qu'on imagine aujourd'hui, j'ai montré des photos, des vues tout à l'heure des projets ALMA qui vont compter une cinquantaine d'antennes, ça nous donne les perspectives pour ce qui est des développements futurs. Alors, aussi, voilà, donc ça c'est l'échelle non plus logarithmique mais standard en fonction des années. Donc vous voyez une cinquantaine d'articles par an maintenant. Ici c'est la répartition par les domaines de longueur d'onde. Et vous voyez que le proche infrarouge vraiment occupe une grande partie, disons la moitié des publications. Mais le domaine visible dans lequel on travaille apporte aussi à peu près un quart des publications. Et vous voyez que aujourd'hui le VLTI ici, grâce à cet effort fait pour ouvrir l'instrument à une très grande communauté, occupe à peu près le quart des publications. Alors on va en venir maintenant un petit peu à notre instrument. Donc j'ai repris ici les publications de l'ensemble des résultats astrophysiques, et puis je fais un petit peu de cocorico quand même, parce c'est notre progression à nous. Alors c'est pas la même échelle, mais c'est notre progression qui démarre en flèche. Vous voyez que l'instrument a été installé en 2008, on a eu nos premières données en fin 2008, début 2009, et puis on a pu publier comme ça en 2011, l'an dernier, à peu près une dizaine d'articles, et puis là ça démarre assez bien aussi pour cette année. Et donc voilà, je vais vous présenter quelques-uns des résultats et des programmes sur lesquels on travaille avec cet instrument. Alors en fait, cet instrument, il est né au départ, comme l'a expliqué le professeur Labeyrie tout à l'heure, des développements que nous avions menés ensemble après la phase, disons, pionnier d'I2T. Le professeur Labeyrie a développé le grand interféromètre à 2 télescopes, avec 2 télescopes d'1,50 m pour augmenter le pouvoir la sensibilité des instruments interférométriques. Et donc on a passé pas mal d'années sur la montagne ici à développer cet instrument, à développer un système de recombinaison des 2 télescopes, et en particulier quelque chose qui nous a tenu à cœur dès le départ, c'est de faire à la fois de l'interférométrie, mais de regarder l'interférométrie comme un apport complémentaire à l'analyse spectrale, c'est-à-dire qu'on regardait le phénomène d'interférence en fonction de la longueur d'onde, et en particulier, ça nous a permis de faire des travaux, de comprendre la structure des objets, la morphologie des objets dans certaines raies spectrales par rapport au spectre continu. Donc en fait, l'instrument s'est développé sur le GI2T, et puis au début des années 2000, en fait, avec le démarrage du VLTI, on avait décidé d'arrêter cette expérience, et on a développé cette collaboration avec les collègues américains. Donc, ce réseau Chara est installé en Californie. On a donc depuis 2 ans maintenant la possibilité de faire des téléobservations, parce qu'en fait c'est quand même très fatigant d'aller à l'autre bout du monde faire ces observations, puis le rythme est très soutenu par les observations. Alors maintenant on a développé tout un système qui nous permet de faire les observations depuis Nice. Il y a un système équivalent qui fonctionne depuis Paris maintenant, depuis cette année également, qui permet d'observer avec un autre instrument sur ce réseau. Et donc on a également développé pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on a maintenant un instrument qui a fonctionné en 2009 avec 3 télescopes, et qui depuis l'an dernier fonctionne avec 4 télescopes. Donc on bénéficie environ de 50 à 60 nuits par an, ce qui nous donne un nombre de programmes assez important. Donc l'équipe qui s'occupe de cet instrument, et c'est l'équipe que je dirige, représente à peu près une trentaine de personnes qui sont directement impliquées. Il y a 15 personnes à Nice, dont 3 ingénieurs qui nous aident. Il y avait beaucoup plus d'ingénieurs dans la phase de développement, mais aujourd'hui dans la phase d'exploitation, le travail technique est beaucoup plus réduit, mais il y a quand même un soutien nécessaire. On a une dizaine de personnes à l'étranger, d'autres personnes en France, et puis donc au-delà de ces 30 personnes, il y a une dizaine de collaborateurs dans le monde, un petit peu, qui contribuent à cet instrument. Donc on a des collaborations en France, dans plusieurs laboratoires, et des collaborations internationales qui s'élargissent de plus en plus, parce que l'instrument apporte depuis 2 ans des résultats vraiment tout à fait intéressants. Et ce qui est surtout très intéressant, ce sont des résultats tout à fait uniques, parce qu'avec les 300 mètres de base de Chara
et le fait de travailler dans les longueurs d'onde du visible, on apporte en fait le plus fort pouvoir de résolution qui existe avec l'interférométrie. Et ce qui intéresse également les gens, c'est la capacité d'avoir de la résolution spectrale, c'est-à-dire de faire des études à différentes couleurs ou à différentes longueurs d'onde dans des raies spectrales. Alors, voilà, donc c'est ce que je vous disais, très haute résolution angulaire, c'est-à-dire actuellement c'est 0,2 millisecondes d'arc, donc c'est des angles minuscules. Donc, ce qui va nous permettre en fait de regarder déjà des surfaces d'étoiles. Et on a de la très haute résolution spectrale, 30 000 de résolution spectrale, c'est-à-dire qu'on est capable de décomposer des raies d'émission en une dizaine de canaux spectraux, de manière à étudier les champs de vitesse dans les objets. Donc c'est ce qu'on fait à travers la résolution spectrale nous permet de faire des études sur l'environnement des étoiles, sur les atmosphères et tout ce qui est cinématique dans ces atmosphères, alors que la très haute résolution angulaire est surtout dédiée aux paramètres stellaires fondamentaux dont je vais parler juste après. Alors, ce qui est un peu original, c'est ces possibilités de téléobservation, qui est aussi intéressant parce que cette téléobservation, ça permet d'accueillir beaucoup de jeunes étudiants, de jeunes chercheurs ou d'ingénieurs qui veulent se former. Et c'est un aspect qu'on est en train de développer pas mal pour permettre aux gens de se former à l'interférométrie optique de manière simple, sans aller à l'autre bout du monde. Ce qui coûte très cher et qui est de plus en plus difficile. Par exemple, sur le VLTI, quand on a un programme d'observation, on n'a pas le droit d'aller à plus qu'une personne observer. Donc voilà, 60 000 par an. Alors en 2011, on a fait 300 mesures sur ces 60 nuits. Alors 60 nuits, ça c'est 60 nuits d'observation, mais on a eu à peu près une cinquantaine de nuits de beau temps. Donc vous voyez, 300 mesures, ça paraît pas énorme sur 50 nuits, mais en fait c'est quand même très long parce que quand on observe en interférométrie, on passe à peu près 2/3 du temps à observer des étoiles qui ne servent à rien, mais qui nous servent simplement à étalonner nos mesures. Donc on va passer un quart d'heure sur une étoile intéressante scientifiquement, mais on a passé un quart d'heure avant sur une étoile de référence et un quart d'heure après sur une étoile de référence pour comprendre comment l'instrument évolue, s'il est stable. Donc c'est pour ça que le rendement de ces instruments est difficile parce qu'il faut étalonner en permanence, parce que tout bouge dans un interféromètre. Voilà, alors donc on est encore dans un mode, nous avec l'interféromètre Vega, où en fait on ne fait pas encore tout à fait des images. On a la petite simulation que je vous ai montrée tout à l'heure qui donnait un pic très pointu, c'est quand on va commencer à avoir un très grand nombre de télescopes et qu'on sera capable de les stabiliser complètement. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore faire ça. Donc en fait, on mesure non pas directement une image de l'objet, mais une quantité qui est les franges d'interférence, puisque l'image qu'on a formée tout à l'heure, c'était une succession de superpositions de systèmes de franges. En fait, on va analyser tous ces systèmes de franges. Donc quand on a un interféromètre à 2 télescopes, on a en fait une seule mesure qui est le contraste des franges et qui donne une information sur l'objet. Quand on a 3 télescopes, on va mesurer une quantité sur cette base-là, une quantité sur cette base-là, une quantité sur cette base-là. Et on a un bonus, c'est qu'on a une possibilité de mesurer une information de phase, en fait, puisque ces informations qu'on mesure sur une seule base se sont reliées, donc, comme je vous disais, non pas à l'objet lui-même, mais à une quantité qui est sa transformée de Fourier. Et la transformée de Fourier, c'est une quantité complexe. Ici, on mesure des modules. Et ici, on a 3 modules et une information de phase dans la transformée de Fourier. Alors, si on avait beaucoup de télescopes, s'ils étaient tous parfaitement phasés, on pourrait avoir directement une image. Ça, c'est les projets futurs. Pour l'instant, on a peu de télescopes, disons 3, 4, 6. Ces télescopes ne sont pas complètement phasés, donc on n'arrive pas à avoir une image instantanée. Donc, on fait ces mesures. On mesure un grand nombre de quantités de Fourier, et après, on fait un processus de transformée de Fourier inverse pour reconstruire l'image. Ou on utilise un modèle qui décrit l'objet qu'on est en train d'étudier, et on calcule la transformée de Fourier du modèle pour voir si ça reproduit les données. Et on adapte les paramètres du modèle. Donc c'est comme ça qu'on travaille actuellement. Donc vous voyez, quand on a un interféromètre à n télescopes, quand on a le nombre n de télescopes, vous voyez que ici, c'est le pourcentage d'informations qu'on récupère. Vous voyez qu'avec 2 télescopes, on a 50% de l'information, puisque à 2 télescopes, on a une mesure, une quantité complexe, et en fait, on aurait donc un module et une phase, mais on ne sait pas mesurer cette phase à 2 télescopes, donc on n'a que la moitié des données.
Vous voyez que pour atteindre des quantités assez intéressantes de reconstruction d'images, il faut de l'ordre de 8 à 10 télescopes au minimum pour arriver à faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on arrive à faire des images avec 4 à 6 télescopes. Vous voyez, on commence à remplir, on a suffisamment d'informations pour faire une transformée de Fourier inverse qui donne des résultats satisfaisants. Alors, donc quand on n'a pas, suffisamment de télescopes, comme je vous l'ai dit juste avant, on mesure ces quantités qu'on appelle des fonctions de visibilité. Alors maintenant, quand on regarde en fait une image d'une étoile de type solaire, cette fonction de visibilité, en fait, c'est la courbe qui est ici. Et en fait, cette courbe, qui est la transformée de Fourier de cette image-là, va nous renseigner au départ sur la dimension de l'étoile, puis ensuite sur la présence des taches, la présence des petites structures convectives. Si on passe sur d'autres types d'étoiles qui sont des étoiles géantes ou supergéantes, vous voyez avec ces grosses cellules convectives, ben, on va remonter en fait cette information et c'est toujours la même chose. La transformée de Fourier de ce type d'objet va nous donner une courbe de cette forme-là et on va mesurer quelques points ici en fonction de la longueur entre les deux télescopes, la distance entre les deux télescopes. Je vous ai parlé de phase aussi tout à l'heure. Alors la phase, dans un interféromètre, on peut la relier à la position de l'objet dans le ciel. C'est-à-dire que si une étoile est à un certain endroit dans le ciel et qu'on forme des franges d'interférence, si l'étoile se déplace, les franges vont se déplacer. Si on regarde maintenant, bon, ça c'est l'effet de base qui relie en fait la position dans le ciel à la phase des franges. En fait, si on regarde maintenant une étoile en rotation, par exemple, une étoile qui tourne donc, autour de cet axe ici, l'axe vertical, comme ça, et qu'on regarde, donc il y a des éléments de l'objet ici qui sont en train de se rapprocher de nous, alors que d'autres s'en éloignent. Et quand on regarde cet objet avec de la résolution spectrale, donc avec différentes longueurs d'onde, en fait, on va regarder essentiellement les zones on éteint les zones qui sont à la vitesse à laquelle on est en train de regarder, par effet Doppler. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que par rapport à l'objet standard, eh ben, ici, on a éteint un morceau de l'étoile. Donc le photocentre, c'est comme si l'étoile s'était légèrement déplacée vers ici, alors que dans ce cas-là, l'étoile va légèrement se déplacer dans l'autre sens. Et ça, on est capable de le mesurer. Ce sont les courbes qui sont ici et qui dépendent évidemment de la vitesse de rotation de l'étoile. Donc ça, c'est une information de phase qui nous sert énormément avec notre instrument parce qu'on a cette information de longueur d'onde ou de vitesse radiale. Alors, donc voilà un premier exemple de programme qu'on a mené avec notre instrument. Alors, c'est un programme un peu emblématique parce qu'il y a une vingtaine d'années, c'était un programme qu'on avait déjà commencé avec l'interféromètre du plateau de Calerne, le GI2T. Et on avait atteint un stade quand même assez intéressant parce qu'on avait organisé une campagne avec pas mal de collègues dans le monde en spectroscopie, en photométrie, en interférométrie. Et on avait découvert un certain nombre de choses, mais nos mesures étaient assez peu précises à l'époque, l'instrument n'était pas assez stable, et on n'avait que des informations relativement qualitatives. Donc c'est un des objets, Beta Lyrae, qui est un système, une binaire à éclipse bien connue des astronomes, dans lequel il y a du transfert de matière. Et on a voulu donc continuer nos travaux sur ce type d'objet. Donc ici, c'est une représentation d'artiste de ce système avec cette étoile géante qui perd de la matière en direction d'une étoile beaucoup plus chaude qui est enfouie dans un disque ici. Et ce que nos observations, il y a une quinzaine d'années, avaient montré, c'est qu'on suspectait en fait l'existence d'un jet et puis l'existence d'un point chaud à l'endroit où la matière tombe d'une étoile vers l'autre. Donc on a continué les observations. Ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, ce système a été observé par l'interféromètre Chara dans l'infrarouge. Et donc c'est un système binaire, c'est une éclipse qui dure, une orbite qui dure 13 jours. Ils ont fait des images à différentes époques et ils ont vu comme ça tourner les étoiles l'une par rapport à l'autre, ce qui a permis de fixer la distance et d'avoir la première orbite astrométrique de ce système, alors que ce système était bien connu par la photométrie, parce qu'il y avait des éclipses très régulières, ou par la spectroscopie. Mais c'est la première fois qu'il y a eu cette orbite astrométrique. Et ce que nous, on a fait en plus, en fait, c'est qu'on a suivi
notre système, dans les raies d'hydrogène, et dans les raies d'hélium, à différentes phases bien choisies, donc pendant une période orbitale. Là, c'était en 2008, le 30 juillet, le 3 août, le 5 août et le 8 août. Ça nous a permis, en fait, on connaît très bien l'orbite de ce système, donc on savait où étaient les objets, et on avait 2 phases à l'élongation maximale ici, et ici l'éclipse principale et l'éclipse secondaire. Et ce que nos mesures ont permis de montrer maintenant de manière vraiment quantitative, c'est l'extension de ce jet dans la direction perpendiculaire, enfin dans l'évasement de ce jet. On a également pu contraindre assez précisément la localisation de ce point chaud. Donc, ce qu'on n'avait pas pu faire il y a une quinzaine d'années, vous voyez, avec de l'acharnement, on y est arrivé. Et maintenant, on a une image assez complète de ce système. Alors, bien sûr, il y a encore des choses à développer là-dessus, mais on a beaucoup progressé. Un autre objet sur lequel on est en train de travailler actuellement, qui est cet étrange système à éclipse, Epsilon Aurigae. Donc, c'est un système très particulier qui a une éclipse, c'est une période de 27 ans, et qui a une éclipse. Donc on représente ici la photométrie, la quantité de lumière qui varie au cours du temps, et cette éclipse en fait dure 18 mois. Donc c'est une éclipse extrêmement longue. Donc c'est un objet, et en fait on n'a jamais pu détecter quoi que ce soit de ce secondaire. Des fois dans les binaires à éclipse, on a des informations parce qu'on a des photons qui arrivent de cet objet. Mais en fait, jusqu'à maintenant, on n'a détecté aucun photon de cet objet-là. Ce qu'on ne voit, c'est que la partie éclipse, ou en spectroscopie, la variation du profil des raies en fonction du temps, qui est la preuve donc, de ce passage d'un système obscur. Alors en interférométrie, il y a eu des images qui ont été faites dans l'infrarouge par l'instrument Merck, qui permet de recombiner 4 télescopes ou 6 télescopes. Donc en 2009, au début de l'éclipse, ils ont eu donc ces images, vous voyez, ce disque d'étoiles complètement grignoté en fait, par le disque sombre qui est en train de passer. Et puis, au fur et à mesure du temps, donc en 2010, en plein milieu de l'éclipse, le minimum de l'éclipse était ici. Vous voyez cette étoile coupée en deux, avec des images qui ont encore pas mal d'artefacts, mais vous voyez cette image du disque complètement coupé. Alors en fait, nous, on a pris aussi des observations depuis le début de l'éclipse, depuis cette époque-là jusqu'à encore l'automne dernier, pour comprendre en fait comment, si on pouvait apporter des contraintes sur le disque, parce qu'il y a une grosse incertitude sur ce système qui est la distance. Il y a un facteur 2 sur la distance. C'est un objet qui est déjà trop loin pour que les mesures de parallaxe avec le satellite Hipparcos soient suffisamment précises. Et en fait, en fonction des modèles de distance qu'on prend, on peut avoir un modèle de masse de ce système qui sont complètement différents. Et donc, pour l'instant, c'est un système qu'on comprend assez mal. Donc, nous, on a voulu apporter en fait des contraintes sur le disque. Et compte tenu de ce qu'on savait de la spectroscopie et des effets dans les raies d'hydrogène de la présence du corps qui éclipse ici, on a donc fait des observations avec notre instrument Vega dédié à la cartographie des vitesses dans le disque. Donc, c'est dans des travaux qui sont en cours. Donc, on a commencé en fait par essayer de comprendre ces images-là. Parce que nous aussi, on n'a pas d'image, mais on avait des contraintes qui nous donnaient des tailles caractéristiques. Donc ça, c'est une représentation en fait en fonction de l'époque. Et donc les points rouges étaient en 2009, les points verts en 2010. Vous voyez qu'en 2010, l'objet est beaucoup plus petit parce qu'il est éclipsé en fait. Puis les points bleus sont en 2011. Et en fait, on a montré en fait qu'on avait un modèle qui permettait d'expliquer à la fois les observations infrarouges et nos observations visibles. Donc ce modèle de disque qui est en train de passer devant, de disque très fin, très aplati, qui est en train de passer devant l'étoile. Et ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a donc des mesures. Ici, vous avez donc le spectre de ce système dans les raies d'hydrogène. Donc ici, le spectre c'est cette courbe-ci, c'est la raie d'hydrogène H-alpha. Et nous, on a fait des mesures du contraste des franges et de la position des franges en fonction de la longueur d'onde, grâce à la très haute résolution spectrale qu'on a.
Et en fait, ces mesures nous ont permis de localiser précisément par rapport au disque de l'étoile centrale où se trouvaient les zones émettrices de l'hydrogène. Et grâce à un modèle, on a pu maintenant contraindre de façon assez précise la masse du disque, ce qui nous permet de lever a priori l'ambiguïté sur les distances. Alors, donc ça, c'était un peu les travaux qu'on a menés vis-à-vis de la haute résolution spectrale. Je voulais faire un petit passage maintenant sur le fait que notre instrument donne la meilleure résolution angulaire. Donc, en fait, avec une très forte résolution angulaire, on va être capable de mesurer des diamètres d'étoiles et surtout des diamètres d'étoiles toutes petites. Alors, pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que quand on mesure un diamètre d'étoile, donc c'est la dimension apparente sur le ciel, ça nous permet en fait d'apporter des contraintes très fortes pour les théories astrophysiques, et en particulier sur les modèles des étoiles. Ça nous apporte en particulier des contraintes sur la température des étoiles. Ça apporte aussi des contraintes, on utilise beaucoup en astrophysique des relations empiriques qui ont été établies à partir disons, sur des échantillons d'étoiles assez bien connus. On est capable d'écrire des relations statistiques, et ensuite ces relations statistiques, on les utilise pour, par exemple, calculer des échelles de distance dans l'univers. Donc ça, mesurer directement certains paramètres des étoiles proches vont nous permettre d'étalonner correctement ces relations. Et puis aussi, quand on a le diamètre angulaire et qu'on connaît la distance, ou la parallaxe, on peut calculer le rayon en kilomètres ou en mètres de l'étoile. Et ça, c'est un ingrédient qui est fondamental dans les modèles d'évolution, parce que ça va être directement relié à la masse et à l'âge des étoiles. Alors, on a tout un programme d'observation d'étoiles, en particulier des étoiles pulsantes ou des cibles qui sont bien connues par le satellite COROT. Un satellite dont on a parlé tout à l'heure pour les transits de planètes, mais ce satellite est aussi utilisé pour mesurer les fluctuations très périodiques des étoiles, et en fait qui renseignent sur la structure interne des étoiles. C'est-à-dire qu'en fonction de la composition chimique et des couches de densité dans les étoiles vibrent, et on voit ces vibrations sous la forme de variations périodiques de la luminosité des étoiles. Donc en mesurant ces variations de luminosité, on comprend la structure interne de ces étoiles. Donc les étoiles variables et les étoiles dites pour l'astérosismologie sont très importantes. Donc avec notre interféromètre, en fait, on s'intéresse à un certain nombre de classes de ces objets variables, soit pour mesurer ici des variations de diamètre, donc en particulier pour les céphéides qui sont utilisés dans les échelles de distance dans l'univers. On va pouvoir mesurer des variations de diamètre et donc étalonner des échelles de distance dans l'univers. Sur des étoiles qui pulsent beaucoup plus faiblement, on va mesurer des diamètres moyens qui vont contraindre en fait les modèles de ces pulsations. Et sur un certain nombre d'autres étoiles qui sont des étoiles de la séquence principale en particulier, des étoiles comme notre Soleil, mais certainement beaucoup plus chaudes en fait, on va comprendre le lien qui existe entre le fait qu'une étoile peut pulser et ce qui se passe dans son environnement. Alors, voilà un exemple de travaux qu'on a menés avec notre interféromètre. Donc, ce sont des étoiles qu'on appelle des étoiles ρAP, qui sont des étoiles pulsantes et qui tournent très rapidement et qui sont, en fait, ici, c'est une représentation du champ magnétique autour de ces étoiles. Ce sont des étoiles qui ont un champ magnétique très fort et c'est des étoiles qui sont toutes petites et qui n'ont jamais été mesurées par l'interférométrie. Et donc, on avait des contraintes. Nous, on a pu apporter des contraintes en mesurant le diamètre de façon précise. Ici, c'est une représentation de la position de l'étoile dans un diagramme qui est assez standard en astrophysique, qui est la luminosité fonction de la température. Et dans ce diagramme-là, en fait, nous, on contraint l'étoile à se trouver dans une zone, parce que ces diagonales ici représentent les dimensions de l'étoile. Donc nous, on a déterminé que cette étoile avait un diamètre d'environ un rayon de 2,1 rayons stellaires à peu près, avec une incertitude, et ça contraint l'étoile à se trouver là. Et en fait, vous voyez plusieurs boîtes, c'est parce que, en fait, dans les déterminations précédentes qui avaient été faites sur cette étoile, l'étoile était placée ici. Vous voyez que ça ne colle quand même pas tout à fait bien avec nos déterminations, qui est cette boîte-là. Et en fait, on a même fait mieux, c'est qu'on a affiné un peu nos mesures
parce qu'il existe un compagnon à cet objet et que si on ne prend pas correctement en compte la contamination des paramètres de l'étoile par le compagnon, ben on fausse la détermination de température. Donc là, on a apporté des précisions sur la température et les gens qui font des théories sur ces modèles d'étoiles sont vraiment très intéressés par ce type de mesure. On a également fait des observations sur une des étoiles principales de Corot. Donc là, on a mesuré, vous voyez, c'est exactement comme la courbe de tout à l'heure, on a mesuré des contrastes de franges à différentes longueurs de base, et on a fait passer un modèle qui va nous donner un diamètre. Et ce diamètre, comme on connaît très bien la distance de cet objet, va nous donner son rayon. Et vous voyez qu'on est capable de mesurer le rayon de cette étoile avec une précision de l'ordre de 2 à 3%. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que ça apporte des contraintes vraiment très fortes dans les modèles qui sont développés pour comprendre ce type d'objet. Vous voyez qu'on est capable, grâce à la combinaison des mesures de pulsation et d'interférométrie, de déterminer des masses avec une précision de l'ordre de 6%, ou le rayon avec une précision de 2%, une température effective très précise également. Alors on a continué un peu aussi, donc on a parlé tout à l'heure des étoiles qui ont des planètes, qu'on appelle aussi les étoiles hôtes. En fait, il y a un programme qu'on a démarré aussi sur notre interféromètre, qui est de mesurer le diamètre angulaire des étoiles qui sont connues pour avoir des planètes. Et en fait, c'est intéressant si on est capable d'avoir des précisions de l'ordre de 1 à 2%, parce que ça va permettre de caractériser le profil de brillance de l'étoile, ce qui est un paramètre très important, par exemple, dans les transits. Quand une planète va passer devant l'étoile, la forme de la courbe de lumière dépend du fait que l'étoile soit uniformément brillante ou qu'elle ait un profil de brillance. Et ça, il n'y a pas moyen de le connaître autrement que par le mesurer avec l'interférométrie. Donc on a fait une petite étude, en fait, et on a montré qu'on avait à peu près une cinquantaine d'étoiles sur les 500 ou 600 étoiles qui sont connues pour avoir des planètes. Kepler, dont on a parlé tout à l'heure, observe des étoiles très faibles. Alors, malheureusement pour nous, ce n'est pas encore possible. Mais il y a environ une cinquantaine d'étoiles qui sont possibles de mesurer, qui sont des étoiles, vous voyez, de type spectral assez différent. L'objectif, c'est donc supprimer ce qu'on appelle les bruits stellaires, parce que l'étoile qui aurait, par exemple, des planètes ou des taches ou des pulsations à sa surface vont perturber la détermination des paramètres de la planète. Et ce qu'on veut, c'est apporter des précisions sur les paramètres des planètes. Donc on a un grand programme qui a démarré. Voici quelques-unes des mesures. Donc c'est le travail d'une étudiante en thèse. Vous voyez, on a beaucoup de mesures ici sur cette étoile, et puis on fait passer un modèle sur les mesures. Donc là, on a plusieurs étoiles avec des modèles différents qui nous donnent les diamètres angulaires de ces objets. Et quand on est capable de mesurer des points vers cette position ici, vous voyez, plus bas que la première grande structure de cette fonction de visibilité, ici, on est sensible au profil de brillance de l'étoile. Ici, on est simplement sensible à la taille de l'étoile. Donc voilà ce type de programme qui est en cours. Et puis, de manière un peu plus prospective, je vous ai parlé des tâches et des transits. On est en train d'essayer de comprendre si, vous voyez, une étoile qui aurait une tâche. Alors, une tâche, c'est souvent très peu contrasté. Ça peut être petit. Là, on a fait un petit modèle avec une tâche qui était assez grosse. Et puis, on a regardé, en fait, si on observait une étoile comme ça, à 3 télescopes, le signal dont je vous ai parlé tout à l'heure de phase, est-ce qu'on peut le détecter? Vous voyez, ici, ça, c'est ce que la mesure donnerait s'il n'y avait pas de tâche. Ici, c'est ce que la mesure donne s'il y a une tâche. Donc, vous voyez que la mesure est légèrement différente. Et c'est plus flagrant, en fait, quand il s'agit d'un transit. Donc, on va pas encore faire l'image de ce transit, parce qu'on n'a pas assez de télescopes, mais on va pouvoir apporter des contraintes sur le diamètre de ce transit. Alors on a aussi, donc, toujours dans l'objectif de pousser vers l'imagerie, et on a en particulier passé, en mois d'octobre l'an dernier, 2 nuits complètes sur cet instrument Chara, à observer un système bien connu aussi des astronomes, qui est le système binaire Phi-Persée. Et on l'a observé en fait avec 2 instruments simultanés, un instrument infrarouge qui travaille avec les 6 télescopes et notre instrument qui travaille avec 4 télescopes. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on a ramassé énormément de données
Et on a observé toute la nuit, en fait. Hein, c'est un objet qui est assez haut dans le ciel, on peut l'observer toute la nuit. En fait, on a observé beaucoup, beaucoup de données. Ça, ce sont les données infrarouges. Donc, c'est toutes les bases. Chaque point représente une base, une paire de télescopes, si vous voulez. Et puis, il y a plusieurs points, parce qu'on a observé longtemps pendant la nuit. Avec notre instrument à 4 télescopes, on a apporté d'autres points. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que nos points vont beaucoup plus loin parce qu'on a une longueur d'onde plus petite. Donc, avec la même base, on va faire des fréquences plus élevées. Et donc, voilà, on a toute cette collection de données. Et ce qu'on espère, c'est reconstruire des images de cet ordre-là. Alors, ça, c'est une vue d'artiste. Hein, c'est toujours trop beau. Quand c'est trop beau, comme le disait tout à l'heure Antoine, c'est une vue d'artiste. Hein. Et donc, nous, ce qu'on veut faire maintenant, c'est travailler avec l'ensemble de ces données pour reconstruire, non pas en fait une image, mais une image en fonction de la longueur d'onde. Parce que, en fait, toutes ces données sont à plusieurs longueurs d'onde ici. Ici, c'est une des raies d'hydrogène, parce qu'il y a un des objets, l'objet ici est une étoile, excusez-moi, l'objet qui est ici est une étoile qui a des raies d'hydrogène en émission. Et on va donc pouvoir reconstruire comme ça l'image de l'objet en fonction de la longueur d'onde. Voilà, alors j'ai à peu près terminé là, le tour d'horizon des résultats des résultats qu'on a obtenus et puis des travaux les plus récents sur lesquels on est en train de travailler. Et je voudrais juste finir en quelques diapositives, vous montrer en fait maintenant le point de vue que j'ai un petit peu sur cette prospective de l'interférométrie. Donc on a vu qu'il y avait une grande éclosion du VLTI et puis de l'ensemble de l'interférométrie avec 50-60 publications, la moitié qui provient du VLTI. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un tiers des publications dont le premier auteur est français. Et je crois qu'il y a à peu près les 2/3 ou les 3/4 des articles dans lesquels il y a des Français qui sont impliqués. Donc c'est quand même assez remarquable. On dispose également d'un tiers du temps de l'instrument Chara, grâce à 2 instruments, un instrument donc développé par l'Observatoire de Paris et puis notre instrument. Et tout ça fait que, en fait, il y a aujourd'hui une grande diversification des programmes astrophysiques qui sont menés en interférométrie. Il y a de plus en plus de jeunes chercheurs qui sont impliqués. Alors, très souvent du côté des programmes astrophysiques, ce qui est quand même très intéressant, assez peu du point de vue instrumentation. Et ce qui est aussi assez unique, c'est que les astronomes en France ont une place vraiment dans ce domaine tout à fait unique, au niveau européen et dans le monde. Alors, par contre, on a fait un certain nombre de constats. C'est que bien qu'il y ait tous ces résultats fabuleux, malgré tout, nos instruments ne sont pas assez sensibles. Alors, ils ne sont pas assez sensibles pour une simple et bonne raison. Ce n'est pas qu'on ne sait pas les faire fonctionner, c'est que simplement, on est obligé de les faire fonctionner en faisant des pauses extrêmement courtes. C'est-à-dire que nos images, les données qu'on enregistre sont des pauses on fait 50 images par seconde. Alors pourquoi on fait 50 images par seconde? Parce qu'en fait, dans un interféromètre, on est extrêmement perturbé par la turbulence atmosphérique et on n'a pas de système d'optique adaptative comme les systèmes d'optique adaptative des très grands télescopes qui vont stabiliser tout ça. Parce qu'on n'a pas encore travaillé suffisamment sur la stabilisation des interféromètres, ce que j'appelle le cophasage. Donc, tant qu'on n'a pas fait cet effort de cophasage, on ne peut pas faire de la pause longue, et donc on ne peut pas faire de sensibilité très forte. Donc il faut qu'on continue à travailler dans cette direction de stabiliser les interféromètres en ajoutant des systèmes de cophasage. Bon, après, il y a des difficultés aussi, parce que dans les interféromètres d'aujourd'hui, sur le VLTI ou sur Chara, entre le photon qui vient de tomber sur le premier miroir du télescope et puis l'instrument, on va trouver 20-25 miroirs, parce que les trains optiques sont très compliqués. Donc il faut essayer de trouver des solutions à ce problème aussi. Il faut également augmenter les performances des instruments. On peut améliorer les façons de recombiner les images, simplifier les concepts. Et puis, il y a des progrès toujours qui sont faits sur les fibres optiques, sur les détecteurs, sur la façon de traiter les données. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui sont menés là-dedans. Et puis, donc, il y a un effort qui est fait aussi au niveau international de collaboration entre les collègues européens et les collègues américains sur, disons, se fixer un peu une feuille de route sur ce que va être le développement de l'interférométrie dans les 15-20 ans à venir.
Et c'est clair que, bon, je pense vous avoir montré qu'à travers un certain nombre de nos programmes, on a des besoins d'imagerie. C'est reconnu aussi vis-à-vis des grandes questions astrophysiques, mais on a aussi ces besoins de sensibilité et ces besoins de résolution angulaire qui vont nécessiter d'aller vers des bases disons, du kilomètre. Alors il y a plusieurs solutions pour faire ça. Aujourd'hui, on est à peu près d'accord, disons, sur les types de grands réseaux interférométriques qu'il faudrait faire. Il y a des gens qui plaident en fait pour prendre plusieurs télescopes géants de 30 mètres et puis les rapprocher et les faire fonctionner tous ensemble. Alors, on a beaucoup de mal déjà à faire financer un télescope de 30 mètres, donc c'est peut-être une voie qui va être difficile, mais c'est une voie qui peut être intéressante en fait quand même pour certains programmes cosmologiques, il ne faut pas la négliger. Bon, il y a des gens qui plaident pour un instrument du type du VLTI aujourd'hui avec un petit nombre de télescopes, mais avec des très grandes bases, et qui serait intéressant en particulier pour la caractérisation des quasars, qui sont des objets vraiment très intéressants. Et puis, il y a beaucoup de gens qui plaident pour, disons, un grand réseau avec plusieurs dizaines d'ouvertures pour faire de l'imagerie à très haute résolution. Et en fait, dans les deux premiers cas, disons qu'en gros, à part des problèmes de financement, la technologie est à peu près mûre. Par contre, ici, dans cette catégorie d'objets qui est beaucoup plaidée par un très grand nombre de collègues, là, la technologie n'est peut-être pas mûre parce que la complexité des instruments aujourd'hui est telle que l'imaginer, la développer avec des dizaines d'ouvertures, c'est quand même un défi qu'il va falloir relever. Donc en fait, il y a un travail qui est à mener à plusieurs niveaux, en particulier sur les concepts et sur les programmes scientifiques, parce que les choix dans le futur entre ces grands types de développement vont être dominés évidemment par les programmes scientifiques. C'est en fonction des programmes qu'on voudra mener qu'il faudra choisir dans ces fonctions-là. Mais on a aujourd'hui besoin de continuer, en particulier dans ce domaine-là, sur des études et sur les prototypes. Alors on a quand même confiance parce que, vous voyez ici, en 30 ans, c'est des images que j'ai récupérées un peu dans la littérature. C'est l'image d'une radiosource imagée par des radiotélescopes ou des radiointerféromètres. Et vous voyez les progrès, tous les 10 ans, de la cartographie de ces objets. Vous voyez, on a démarré dans les années 50, l'objet c'était un système binaire, on le représentait par deux rectangles. Aujourd'hui, on arrive à ce type d'image. Dans le domaine optique, en 20 ans, disons, on a quand même pas mal progressé. On est passé de mesures qui représentent à peu près la même chose que les deux boîtes à camembert. C'était un modèle, on faisait passer un modèle sur quelques points de mesure. Des premières images dans les années 95-96, faites par les collègues anglais de Capella, de système binaire Capella. Et puis aujourd'hui, les premières images de la surface des étoiles. Donc, il faut inscrire maintenant qu'est-ce qui va se passer en 2020. Et voilà, donc j'ai fait le tour. Je voulais simplement vous dire que j'étais très heureux de vous faire cette présentation et que voilà, si je n'ai pas résisté à vous parler de ce fameux projet que développe le professeur Labeyrie dans les Alpes du Sud et qui vise à contribuer justement à ces recherches prospectives. Voilà, je vous remercie.